J'ai une copine qui, quand elle était enceinte, elle voulait très fort avoir une fille parce qu'elle me disait, il se rend compte déjà, il va naître dans une famille blanche avec du capital économique, du capital culturel. Alors si en plus c'est un mec, en termes de position dans l'espace social, de domination, c'est chaud quoi. Finalement, elle a eu un garçon et elle se dit c'est cool, il y a plein de taf quoi. Madeleine Pelletier a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éducation féministe des filles. Donc autant vous dire que le jour où je l'ai trouvé, je me suis dit le voilà, mon manuel d'éducation féministe. Et en réalité, dans les premières pages, elle écrit « Ce livre ne sert à rien. Tout ce que vous ferez, vous, parce qu'elle s'adresse aux mères, sera une goutte d'eau dans l'océan, parce que toute la société sera contre vous. » Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 44. Comment élever les garçons. Parfois, je manque de mots. Souvent, je manque de temps pour réfléchir à la façon dont je peux répondre aux questions de mon fils de 8 ans concernant le féminisme. Sans cesse, je navigue, je suis partagée, entre le protéger de la violence du monde et lui dire la vérité, entre l'aider à résister et passer sous silence certaines réalités, le laisser en paix encore un peu. Je chasse l'idée qu'il sera un homme plus tard, que toute la société l'encouragera à exercer son pouvoir de domination. Aujourd'hui, il est avant tout un enfant. Je veux le laisser explorer, prendre toute sa place, donner son avis, s'inventer 1000 mondes imaginaires. Et puis, je réalise à chaque instant que ces mondes sont façonnés par la société dans laquelle nous vivons. Lorsque je le vois jouer avec sa petite sœur, qu'il décide qu'elle sera une reine, qu'il conduira ensuite au cachot, que je les vois rire tous les deux au milieu des cartons devenus châteaux. Je me dis que tout commence maintenant, que tout a déjà commencé. Il nous faut sans cesse jongler entre les deux paramètres, l'enfance et la construction de la masculinité. Nous sommes nombreux et nombreux à nous interroger. Est-ce que l'éducation des garçons mettra fin au patriarcat ? Comment penser cette question sans oublier d'interroger les rapports que nous entretenons avec nos enfants ? Sans oublier qu'en tant qu'adultes, nous occupons une place dominante vis-à-vis d'eux. J'ai tenté de trouver quelques réponses. Je suis allée en Bretagne, près de Concarneau, pour le festival Cause, qui signifie vieille en breton. Il y a aussi toujours en cours un atelier Wikipédia à l'intérieur, c'est pour inscrire des citations féministes. Le temps d'un week-end, des centaines de militantes féministes sont venues échanger autour des questions liées à l'âge, à la transmission, à la domination adulte. Des projections de films étaient organisées, des concerts aussi, pour rire et danser, et de nombreux ateliers. Ces moments de travail militant sont essentiels pour l'avancée des réflexions féministes. Un matin, j'ai proposé à celles et ceux qui le voulaient de se réunir au sein d'un groupe de parole pour réfléchir ensemble à l'accompagnement de nos garçons. Nous étions une cinquantaine, serrés dans l'une des petites tentes installées pour le festival. Une majorité de femmes, mais aussi quelques hommes, des mères beaucoup, en couple hétérosexuel ou lesbien, des grands-mères et des tatis, des femmes sans enfants, des habitantes de lieux collectifs et beaucoup de personnes qui tentent de faire famille autrement. Les premières prises de parole évoquaient la question des stéréotypes de genre. Moi j'ai 2 garçons donc, qui ont 2 ans et 5 ans. 2 grossesses, en fait, je voulais pas connaître le sexe. En fait, je voulais le plus tard possible retarder le moment où tout ça allait débarquer, de les cadeaux qu'on t'offre qui sont roses, machin, et même nous-mêmes, nos propres projections. Je m'étais juste dit, si c'est un garçon, ça va être plus facile pour lui dans la vie, en fait. Il aura 27% de plus de salaire, il aura pas à se battre pour aller dans les... Enfin, voilà. Et le problème, c'est qu'on se fait vite rattraper. Et même avant l'école, moi je vois bien mes garçons, ils font quoi ? Ils se bastonnent, ils jouent... Enfin, en fait, c'est horrible. Et là, en fait, vous êtes dans la compète, vous êtes la question de partage, pour l'instant, laisse tomber. Enfin,
Et c'est hyper dur en tant que féministe de trouver ce juste équilibre entre ne pas non plus mettre la pression à ses enfants. Bah non, en fait, tu vas pas mettre de chaussettes bleues parce que moi je veux pas que tu mettes du... Enfin voilà, si à un moment t'as envie de faire quelque chose qui est un peu stéréotypé garçon, bah non, tu vas pas le faire. De pas recréer une injonction inverse. C'est hyper dur en fait d'avoir cet équilibre-là. Leur laisser le champ des possibles, se dire en fait t'as le droit de tout choisir. Mon fils il était passionné par les camions poubelles à 2 ans. Et pourtant, je n'ai pas de passion personnelle pour les camions poubelles. J'ai pas l'impression de l'avoir vraiment incité à aimer ça. Et pourtant, ça a été un grand jeu de ses 2 ans à ses 3 ans. Et ma fille ne joue pas aux camions poubelles. Et je me demande juste pourquoi. À quel moment ça s'est arrivé ? Comment je l'ai insinué ou pas ? Et ça crée d'autres questions de différenciation de traitement. Parce qu'on essaye de ne pas le faire, mais en fait, on le fait. Et la société le fait, et les rayons jouets le fait, et ses copains, et la fascination des petits garçons pour les armes, par exemple. Moi, il y avait un principe de « il n'y a pas d'armes à la maison ». Je suis mal à l'aise avec ça. Il s'avère qu'il a un copain qui a des nerfs. Ça ressemble quand même vachement à une arme, quoi. C'est une arme, voilà. Et donc, qui lui en a prêté un, parce qu'il s'échange les jouets à l'école. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui rends ? Mais si je lui rends en disant « non, t'as pas le droit de jouer avec », d'expliquer, et il est trop mignon parce qu'il me dit non mais en fait maman c'est pour transformer les gens méchants en licornes, tu vois, quand je mets et des fois je le surprends même en train de jouer à la guerre clairement, et il sent mon regard et donc il dit non mais t'inquiète pas, je les transforme en gros caca ces méchants, parce que comme ça ils seront plus méchants parce qu'ils... Et qu'est-ce que je fais dans ces moments-là, quoi ? C'est hyper compliqué parce qu'il est dans une cour d'école où il y a des petits garçons et des pères qui attendent de lui qu'il joue à la guerre ou aux policiers et aux voleurs. Et il a 5 ans. Et il est allé à l'école il y a 3 semaines en jupe. Parce que sa sœur rentrait à la grande section maternelle et elle a décidé de mettre une robe ce jour-là. Et lui, il a trouvé que les robes, c'était trop beau. Et il a une jupe. Et donc, il est parti à l'école en jupe. Donc, son père lui a dit, tu sais, je t'ai mis un petit pantalon de sport dans ton sac à dos. Parce que si peut-être c'est difficile de passer la journée en jupe à l'école, eh ben, tu auras ton pantalon et tu pourras aller aux toilettes pour te changer. Et pourquoi ça serait difficile ? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire que les jupes, c'est pour les filles. Il est arrivé à l'école, il a mis ses chaussons. Et au moment où il a mis ses chaussons, il y a 3 copains qui sont venus le voir en se moquant de lui, quoi. En disant « Ah, pourquoi t'as une jupe ? C'est trop un truc de fille !» Et il a fondu en larmes. Moi, je suis repartie de l'école en tremblant, quoi, en lui disant « Merde, est-ce que je lui fais pas porter mes combats ?» Et c'est pas juste de lui faire porter mes combats. Je me suis assise sur les marches du couloir et j'ai pris Jonathan sur mes genoux et j'ai essuyé ses larmes. Est-ce que je t'ai déjà dit comme j'avais peur quand j'avais ton âge ? Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de ce petit garçon alors que je lui racontais l'histoire de mes lunettes et de mes bagarres après l'école. C'était un regard de soulagement et d'incrédulité totale, tout en un. Il est aussi difficile pour nos enfants de croire que nous ne sommes pas tout puissants que pour nous de le savoir en tant que parents. Mais ce savoir est nécessaire. C'est la première étape de la redéfinition de la puissance comme autre chose que le pouvoir, l'âge, le privilège ou l'absence de peur. C'est une étape importante pour un petit garçon, dont la destruction par la société commence lorsqu'il est contraint de croire qu'il ne peut être fort que s'il ne ressent rien, ou s'il gagne. La leçon la plus forte que je puisse enseigner à mon fils est la même que j'enseigne à ma fille. Comment être qui il veut être, pour lui-même. Et la meilleure façon de le faire est d'être qui je suis et d'espérer qu'il apprendra non pas comment être moi, ce qui n'est pas possible, mais comment être lui-même. Et cela signifie de lui permettre de trouver comment se fier à sa voix intérieure, plutôt qu'à ses rauques voix extérieures, persuasives ou menaçantes, qui le presse de devenir ce que le monde veut qu'il soit. Et c'est déjà assez difficile.
Mr. Outsider, Audrey Lorde. Les liens entre éducation et féminisme sont anciens. En Occident, dès la fin du XIXe siècle et début XXe, les différents courants féministes clament qu'il ne peut y avoir d'obtention des droits civiques sans le droit d'acquérir une meilleure éducation pour les femmes. Les féministes des années 70 prolongeront cette articulation. C'est par l'éducation qu'adviennent les inégalités entre les sexes, c'est donc là que se trouvera la solution. Mais comme l'explique Vanina Moziconacci dans son livre « Qu'est-ce qu'une éducation féministe ?», si les critiques de l'éducation différenciée filles-garçons sont nombreuses, peu de solutions ont été proposées. Pour la sociologue Gabrielle Richard, spécialiste des questions de genre et de sexualité, on peut constater différentes tentatives au sein des familles. On peut avoir adopté une approche qu'on dit neutre sur le plan du genre. C'est cette idée que j'ai un bébé et je ne traite pas mon bébé comme un garçon ou comme une fille, mais bien comme un enfant. À ce titre-là, je lui mets toutes sortes de vêtements, je lui permets l'accès à toutes sortes de jouets, de jeux, et je cherche à neutraliser la manière dont moi, en tant qu'adulte, je suis traversée par certaines normes qui vont faire que j'ai plutôt envie de câliner une fille, que j'ai plutôt envie de jouer de façon gentiment brusque avec un garçon. C'est une manière de procéder qui cherche à bien faire, mais repousse, à mon sens, le problème à plus tard. Parce qu'on est, de toute évidence, dans une société patriarcale ou sexiste. On a des gens qui sont privilégiés, il y a des gens qui sont desservis par la structure même de cette société-là. Alors, c'est pas en disant, oui, le rose, c'est pour tout le monde, et le bleu, tout le monde peut jouer avec le bleu, les camions, enfin, je ne sais trop. C'est très beau et je ne peux pas être contre cette idée-là, mais c'est presque un coup d'épée dans l'eau quand on constate l'ampleur du problème. Le problème, c'est pas uniquement qu'on dit à nos garçons que le rose, c'est une couleur de fille. Une partie du problème, c'est de dire, oui, le rose, on considère que c'est une couleur de fille et conséquemment, le rose, c'est nul, c'est pas cool. Enfin, plus tard, le rose, c'est un truc de PD. Enfin, il y a des masculinités qui sont dominantes, moins dominantes, subalternes, etc. Donc, c'est l'entièreté de ce gros mécanisme qui est à questionner. En matière d'éducation, on n'est pas en capacité d'isoler l'effet d'une variable au-delà d'une autre. On est sur des milieux qui sont poreux. Par exemple, moi, quand je forme des personnels éducatifs, ce qu'on me dit systématiquement, c'est oui, mais ça se joue en amont dans la famille. Et quand je fais des entretiens avec des parents, les parents me disent oui, moi, je mets plein de choses en place, mais ça tout fout le camp à l'école. Donc, on voit que les frontières sont poreuses et que c'est difficile de ne parler que d'une même voix de part et d'autre. Ensuite, on a une approche qu'on pourrait qualifier d'éducation féministe à proprement parler, où on est plutôt dans ce constat que, justement, on élève des enfants dans une société qui va favoriser les garçons et les hommes au détriment des filles et des femmes, et que, conséquemment, il m'appartient d'élever mon garçon de manière à apprendre à être un garçon adéquat dans une société sexiste. Par exemple, apprendre à mon enfant garçon à écouter quand les gens vont dire non, identifier, nommer ses émotions, à ne pas prendre tous les jeux pour lui, à ne pas prendre tout l'espace, etc., etc. Donc, on voit que le pendant logique, c'est de se dire, si j'élève une fille, je vais lui apprendre à verbaliser les choses, à dire non quand elle ne souhaite pas quelque chose, à prendre des risques, etc., etc. Donc, on est sur une approche qui est différentialiste, mais dans une optique d'outiller le mieux possible mes enfants à évoluer dans une société qui est, par définition, sexiste. Et après, il y a une autre manière un peu différente, qui est cette éducation que moi, je nomme queer, mais qui est un peu critique des normes, et c'est cette idée que, quoi qu'il en soit, un enfant qui est apte à être un adulte, c'est un enfant qui est en capacité de lire les normes d'une société à un moment donné et d'agir conséquemment sans surmobiliser ses privilèges et sans chercher à desservir qui que ce soit. C'est magnifique de le verbaliser comme ça. C'est évidemment beaucoup plus complexe à mettre en place. Mais mon objectif est de dire, mon enfant assigné garçon à la naissance, je vais lui faire comprendre que il est un garçon blanc dans une société qui est a priori sexiste et a priori raciste et que ça vient avec un certain nombre de privilèges qui ne sont pas les privilèges de toutes les personnes et que conséquemment, il m'appartient à moi en tant qu'adulte de me dire, voici comment je suis en capacité de t'offrir une partie des réponses, une partie de la réflexion, mais pas qu'à moi non plus. C'est ça aussi d'outiller un enfant, c'est que tu fais tes expériences, tu reviens me voir potentiellement, on en parle, qu'est-ce que tu en penses? Mais l'objectif n'est pas d'imposer à des enfants une manière de procéder, mais bien d'accompagner au mieux les enfants dans la compréhension d'un monde qui est normé sur tous les plans.
C'est qui Thomas Fayard? Tu vas continuer à la fin. On n'a pas fait l'abécédaire, mais on a des petits modèles en fait de lettres. Ouais, je pensais que c'est en fait vous faites en négatif. Hein. Quand tu fais le pochoir, tu le fais en négatif. Le truc, c'est de pas oublier le deuxième i à vieille. Sinon, ça fait vielle. Tout le monde lit vieille, mais ça fait vielle. Vieille quoi? Vieille peau, mon amour. Moi, j'ai 2 garçons et je sais que je voulais pas de fille. C'était de se dire, waouh, putain, c'est super compliqué en fait d'être une meuf. Enfin, dans mon expérience de fille, ado, et ça a à voir avec mon histoire personnelle et cette histoire de transmission intergénérationnelle, grand-mère, mère. C'est la relation mère-fille en tout cas que j'idéalisais, que moi je n'ai pas eue, et je me disais que c'était justement cette difficulté à parler de soi, de ses sentiments, de son rapport au monde, voilà, parler de ses émotions. En tout cas, ça c'était quelque chose qui me portait, et je me disais que c'était possible de le faire. Et en tout cas, j'essaie de le faire avec mes garçons. On n'est pas d'accord avec on est séparés, donc je les ai 1 semaine sur 2. Et lui, par exemple, le père, il n'est pas d'accord sur le fait de parler de ses émotions aux garçons, quoi, de dire mais non, c'est des choses d'adultes, on doit pas leur dire. Ben en fait si, tu peux trouver les mots. Lui, il veut pas, par exemple, qu'on parle si maman est en colère parce que voilà, papa devait ramener le sac à telle heure et il ne l'a pas ramené, du coup moi ça m'a mise en difficulté, nanana, et puis ce n'est pas contre vous. Et à l'inverse, c'était donc j'étais dans la voiture, mes 2 garçons étaient derrière et j'ai fait un truc pour le père, et finalement au dernier moment il m'appelle et c'était plus nécessaire que je fasse ce truc. Donc j'étais super énervée. Ah oui, vous voyez, votre père, j'ai perdu du temps. Et du coup, à l'arrière, mon fils aîné me dit « Ah ben oui, en plus, t'aurais pu prendre du temps pour autre chose. » Et après, je me suis dit « Ah non, mais non, en fait, chérie, il y a que maman qui peut dire ça, en fait, sur ton père. » Voilà. Et ça, il faut faire vachement attention aussi. Parler de ses émotions, mais de faire bien attention, de les objectiver, en fait. Je suis papa d'une fille qui a 8 ans. Quand je me suis séparé de la maman, elle en avait 2 ans et demi. Je me suis retrouvé à garder ma fille 1 semaine sur 2 au quotidien, et je me suis dit il va falloir qu'elle exprime ses émotions pour savoir comment elle va à cet âge-là. Du coup, j'avais acheté le livre La couleur des émotions, et je me suis fait avoir à un moment où elle m'a posé la question « Et toi papa, c'est quoi la couleur de tes émotions ?» Et en fait, je m'étais jamais posé la question avant. Je savais pas mettre des mots sur les émotions que j'avais en tant qu'adulte. Et du coup, ça m'a fait cogiter en tant que petit garçon avant. On me posait jamais cette question-là. Et puis quand j'en avais, non, tu les mets de côté. Faut pas les exprimer. Fallait pas montrer non plus ses faiblesses. Fallait pas les exprimer en famille. Et du coup, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même aussi. C'est quoi les émotions que je ressens sur le moment? Est-ce que je peux les exprimer à ma petite fille? Est-ce que j'ai le droit de les vivre, ces émotions? C'est plus simple et ça me permet d'être plus au clair dans mon éducation au quotidien. De dire que j'ai le droit aussi d'être sensible, en fait. Trouver les personnes ressources avec qui je peux aussi exprimer mes émotions. Avec certaines personnes, j'ai bien vu que je pouvais pas le faire, même dans le cadre familial, ça reste toujours compliqué. C'est compliqué de dire que des fois j'ai été triste en famille. Ça passe mal. Oui, attends, on en parlera plus tard, mais c'est pas le moment non plus. Mais c'est jamais le moment. Et la colère non plus. C'est quelque chose qui est compliqué à exprimer dans le cadre familial, en tout cas. Quand j'ai eu mon fils, Léon, il a 5 ans, j'ai voulu lui permettre de prendre la place avec ses émotions. Je voulais qu'il puisse les identifier, les nommer, les vivre et accompagner ses potentiels pics émotionnels. Donc tout ça s'est produit et j'étais hyper contente de voir qu'il arrivait à nommer, à comprendre son émotion, à se dire en fait là j'ai besoin d'un temps pour moi pour aller mieux. Et en fait au fur et à mesure des années qui passaient, je me suis retrouvée face à un autre problème qui était que c'était un petit garçon. Et donc c'était un garçon qui, quand il se mettait en colère, prenait toute la place. Il y avait un poids qui était là et je comprenais pas vraiment comment le gérer. Et donc c'était aussi, en fait, donner des limites à ces émotions-là, en disant, t'as le droit d'être en colère, mais t'as pas le droit d'être violent, de nommer cette distinction-là qu'il est pas capable de comprendre à cet âge-là. Mais cependant, c'est des questions auxquelles j'ai pas encore assez de réponses, en fait. Si mon enfant était genré fille, je pense que j'encouragerais peut-être même le fait qu'elle puisse prendre de la place dans sa colère, et qu'elle puisse prendre plus de place en fait en société, que lui, je l'encourage plutôt à prendre moins de place en fait. Je trouve ça pas évident du tout. Moi aussi, souvent, j'ai peur de restreindre mon petit garçon dans ses élans et son besoin de prendre de la place, sous prétexte qu'il serait un futur homme.
alors même que je sais qu'il est avant tout un enfant qui a besoin d'être accompagné dans la gestion de ses émotions. Pour Adrien Brossard, un rapport sain à celle-ci est l'une des clés pour transformer la société. Pas seulement pour autoriser les garçons à pleurer, se sentir vulnérables ou sensibles, mais surtout pour qu'ils réussissent à combattre les normes de virilité qui s'inscrivent puissamment en eux très tôt. Adrien Brossard est psychologue et publie ses réflexions sur une page Instagram, Comprendre la violence masculine, faisant suite à l'écriture d'un mémoire sur la question. Il développe l'idée que l'intériorisation des normes viriles participe à fabriquer chez les petits garçons un plaisir narcissique à se sentir fort. Cette intériorisation qu'il faut être fort et cette dévalorisation de la faiblesse, ça va rendre les garçons beaucoup plus intolérants à la frustration. En particulier, la frustration causée par autrui. Ils vont vivre ça vraiment de manière humiliante comme un signe de faiblesse. Ça va faire naître en eux beaucoup de colère et un besoin d'échapper à cette émotion par la réaction, souvent agressive. Donc faire un compromis, céder sur son désir, se remettre en cause, tout ça va être vécu comme une faiblesse. Donc le consentement va être extrêmement problématique pour ces hommes. Ils vont être vraiment dans un désir, sur tous les aspects de leur vie, d'imposer le leur. Et dans leur vie de couple, c'est là où tout va prendre des proportions les plus dramatiques, parce que se jouera toute la dimension affective, identitaire, extrêmement forte pour eux, qui va faire naître une agressivité et de la violence pour imposer leurs désirs. Toutes les stratégies de contrainte, que ce soit par la pression, par le chantage, la culpabilisation, pour faire céder cette frustration, ils vont pouvoir user de contraintes physiques et violer, on va dire, volontairement et en pleine conscience leur partenaire, dans quelque chose de l'ordre d'une vengeance. Et on comprend donc que le féminisme, la libération des femmes sur tous les aspects, les terrorise, parce que plus les femmes ont de pouvoir, plus elles sont libres, plus c'est un pouvoir de les frustrer. Et donc le patriarcat va être extrêmement rassurant pour ces hommes, comme si le patriarcat venait tenir place pour éviter un maximum de les frustrations aux hommes. C'est vraiment dans l'enfance où tout ça se construit en grande partie. Quand le petit garçon va exprimer ses vulnérabilités, pleurer, demander de l'aide, etc., ou ne serait-ce des besoins affectifs, un besoin de proximité et d'attachement à l'autre, si à ce moment-là, la personne, l'adulte, va venir invalider sa souffrance, va répondre durement, voire de manière humiliante pour l'enfant, ça va créer une sorte de traumatisme qui très rapidement va amener l'enfant à arrêter d'exprimer ses vulnérabilités, à se construire une carapace, et ça va inscrire en lui une blessure de l'ordre du sentiment d'impuissance, de la faiblesse, qui va le rendre d'autant plus intolérant à la frustration par la suite. C'est comme si ça ravivait le couteau dans la plaie. Notre manière de concevoir l'éducation, notamment à l'école, là où je trouve que c'est très dommageable, c'est qu'elle devrait vraiment mettre la santé mentale au centre, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui manque, surtout donc pour les petits garçons. De toutes les façons, ils vont être forcément exposés aux injonctions à virilité et leurs aspects toxiques. Donc ce qui peut être très important, c'est déjà d'en parler avec eux, leur dire qu'ils vont être des fois confrontés à certains attraits de la virilité. Ensuite, ça va être leur faire comprendre qu'ils ont des besoins émotionnels et qu'il faut prendre soin de ces émotions, de ces besoins-là, et que c'est normal, qu'il n'y a pas du tout de honte à ça. Donc vraiment les encourager, les valoriser vraiment quand ils le font. Et à l'inverse, dévaloriser quand ils ont des comportements violents, même des violences très légères entre garçons au travers du sport, ou être assez intransigeant sur ce rapport à la violence. Être en bonne santé mentale, avoir un bon rapport à ses émotions et se comprendre soi-même, ça devrait être vraiment le socle de base de tout être humain qui lui permet ensuite de naviguer dans sa vie et ensuite de passer à l'apprentissage. C'est des catapultes. C'est pour combattre un royaume et en même temps protéger. Pourquoi combattre? 2, 1. Bah parce que on peut envoyer de, je sais pas, des... C'est eux qui ont déclaré la guerre, c'est pas de notre faute. Des mots d'amour, de la magie, des sorts, des barbes à papa sorciers. Les gars, venez. Attention aux voitures quand même. Moi j'ai 2 enfants qui ont 7 et bientôt 4.
Et en fait, quand j'ai eu mon deuxième, j'étais super contente d'avoir un garçon. Par contre, maintenant, en fait, il a bientôt 4 ans et j'ai l'impression qu'ils sont déjà dans un rapport de domination, de violence. Et au contraire, là, mon fils, moi, j'aimerais bien l'éduquer à un peu plus cette princesse, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de parler des émotions, mais de valoriser vachement les actes de bienveillance, de prendre soin des uns des autres, du care, en fait. Prendre soin de soi, prendre soin de sa maison, prendre soin de l'environnement dans lequel on est. Leur montrer que quand on fait la vaisselle et tout ça, on rend service, on fait des choses ensemble, c'est hyper chouette. Enfin, valoriser et peut-être surinvestir un petit peu ces espaces-là, ça rend les gens autour de soi importants. Et un exemple comme ça qui me vient, il y a 2 jours, on était au petit-déj, j'avais sorti des petites tartines grillées du grille-pain et puis j'ai dit, bon bah voilà, là c'est ce qu'on a pour ce matin, il y a pas grand-chose, il faut qu'on partage. Et il a tout pris. Et je dis, en fait, tu vois, là, si jamais tu fais ça, maman, elle a rien. Et je lui explique un peu comment est-ce que moi, je trouvais que c'était hyper injuste et je l'ai pris vraiment très mal, quoi. Et là, du coup, il était là, bon, d'accord. Et il m'en a donné une. Et j'étais là, tu vois, là, je trouve que c'est hyper chouette ce que tu viens de faire parce que t'as pris soin de moi. Ils ont commencé à attaquer, du coup, on est... Oui, mais c'est vous qui avez commencé à attaquer. Non, c'est vous qui êtes venus piquer des... On va dire des trésors. Moi, j'ai dit oui, parce que Milo nous a piqué, maman, papa. Moi, j'ai pas d'enfant et mon expérience avec ma mère, c'est qu'en fait, la chose la plus féministe qu'elle m'a transmise dans l'éducation, c'était de prendre soin d'elle, en fait. De grandir, je pense, avec une maman qui prend toujours du temps pour elle, fait des choses qu'elle aime bien. Quand on mange, elle va pas en prendre moins, même si les enfants, ils en veulent plus. Faire des choses qu'elle aime, même si c'est pas forcément ce que ses enfants préfèrent, ou tout en étant dans l'amour, dans le soin, dans le souci, etc. De jamais être dans la mère sacrifice qui va se faire passer derrière et tout ça. Et toutes ces choses-là, c'est le premier truc d'éducation aux soins, quoi. De dire, il n'y a pas une personne qui va oublier de prendre soin d'elle-même pour moi parce que je suis plus important ou plus importante. J'ai toujours été hyper mal à l'aise sur le collage éduquer vos fils. Je trouve que c'est une grosse injonction par rapport aux mères, parce que clairement, ou alors dans ce cas-là, il faut vraiment mettre un astérix avec marqué que c'est destiné au père, quoi. Parce que éduquez-vous surtout, en fait. C'est facile de pas regarder ses propres responsabilités, ses propres schémas. Donc oui, on a peur pour nos fils, mais regardons nos mecs. Et du coup, les mecs, regardez-vous, quoi. La clé, elle est plutôt là, que finalement de viser un peu les enfants. Je trouve qu'il y a un truc de facilité aussi. Voir ces adultes remettre toute la faute sur des enfants qui reproduisent juste la cruauté des adultes, moi je crois que c'est ce qui me met le plus en colère, quoi. J'ai vu la rage m'engloutir, faire de moi un ouragan. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est choisir de ne pas. Sans un mot, je suis sortie en claquant la porte et puis j'ai eu envie de m'enfuir dans la seconde, sans réfléchir. Juste partir et courir. Mais déjà j'entendais ces cris derrière la porte et c'était comme une sale ivresse. Épuisée d'être mère détestable. Déchirée par sa petite douleur. Prisonnière, j'ai étouffé le feu de ma colère, je me suis oubliée, encore, et j'y suis retournée, reproduisant les gestes répétitifs. Pareil aux hivers, la nuit des mers est invariable. La pénombre emmure nos espoirs en même temps que s'estompe la lumière. Il ne nous reste alors qu'à constater l'irrémédiable immobilisme de notre ordinaire, celui des ménagères qui ne vivront plus que de rituels inlassables, de vaisselle crasse à récurer le dos courbé, de jouets à ramasser le corps lassé, de lendemains éternels. Il ne nous reste alors qu'à espérer de l'obscurité la possibilité d'anesthésier nos rêves. Il ne nous reste qu'à demeurer dans le silence comme tous les soirs passés, comme tous les soirs à venir. Les pères manquent à l'appel et les mères sont coupables. Seuls, depuis des siècles, occupés à prendre en charge des enfants à grandir. Seuls à endosser la charge du foyer familial, seuls responsables des déviances de leur progéniture. La vérité, je l'ai comprise plus tard, mère et enfant, ou rien du tout. Les pères manquent à l'appel parce que quelque part demeure l'idée qu'ils ont ce droit-là, que ce droit est acceptable, et mon sort vivable.
mère sorcière pour père absent. Je dois leur dire à mes enfants, vous n'êtes pas responsables. Je suis furieuse, mais ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous. Où sont mes enfants ? Virginie Noir, La nuit infinie des mers. De mon côté, je me revois plonger avec avidité dans des dizaines de livres autour de l'éducation non violente à la naissance de mon fils. Même si j'y ai vu des limites, même si de nombreuses injonctions me choquaient et que j'ai abandonné certains ouvrages au fil du temps, je suis restée persuadée que certains outils pouvaient aussi nous servir en tant que féministes. J'y ai aussi appris que les enfants fonctionnaient beaucoup par imitation. Je me suis alors interrogée, sachant qu'une majorité d'enfants grandissent aux côtés de couples hétérosexuels, au sein desquels les mères effectuent 80% du travail domestique, sachant que les violences masculines, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques, sont perpétrées en grande majorité par les hommes, comment les simples gestes féministes effectués par des femmes pourraient changer quelque chose. Pour sortir de cette impasse, Vanina Mosi-Konatchi évoque la possibilité de décloisonner le travail de reproduction. Typiquement, les utopies du Caire, il y en a quelques-unes que je prends pour exemple à la fin du livre, que je suis allée chercher à droite à gauche, dans des livres de fiction, dans des livres théoriques, dans des articles, dans des projets réels. Eh bien, ce sont tout un tas de projets plus ou moins ambitieux qui essayent de redessiner des communautés où finalement le travail dit reproductif, donc le travail de care, de maintien du monde, réparation du monde, est pris en charge en commun par des gens qui ne sont pas forcément liés par des liens du sang, par des gens qui sont de différentes générations, de sortir d'une forme de repli où la seule référence éducative adulte, ce soit moi ou le couple dans lequel je suis. Finalement, de multiplier les références éducatives, parce que cette multiplication lui offrira davantage de liberté, lui permettra de ne pas être confiné dans cette cellule familiale traditionnelle qui pourrait être la nôtre. Ça va avoir deux effets. Redistribuer un petit peu ce travail d'élevage qu'on a tendance à assigner aux parents, voire un petit peu aux grands-parents, en disant « mais non, c'est l'affaire de tous et toutes ». Enfin moi, ma meilleure amie vient d'avoir un bébé, je considère que le fait d'élever cet enfant, bien sûr, si elle l'accepte, ça m'incombe aussi. Je dois prendre ma part du travail. Et d'ailleurs, Fabienne Lacoude, typiquement, qui a écrit Daronne féministe, fait partie d'une communauté de mères à Marseille qui s'aident régulièrement. Enfin, il y a des gardes d'enfants les unes les autres, etc. Mais il y a une contrepartie. On va dire ce qu'on gagne du côté rapports sociaux de sexe, à savoir, tiens, allègement, repartage du travail reproductif. Et bien, par contre, en tant qu'adulte dans la famille, parent, donc en tant que dominant, ça va aussi avec une perte de privilège. Le privilège d'être le seul ou les seuls ou la seule à proposer des idéaux aux enfants, à déterminer ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas, à proposer un éventail de normes. Et à ce moment-là, là, vous perdez votre privilège de référent ultime ou référent unique. Peut-être qu'il n'y aura plus ce petit monde replié sur lui-même qu'est la famille. Alors, il y a certaines féministes comme Sophie Lewis qui vont encore plus loin, qui disent « toute famille explosera ». Je pense qu'en tant que parents, on a toujours cette idée que les enfants nous appartiennent. On dit « j'ai des enfants ». On a cette idée de la possession de l'enfant. Et c'est effectivement un problème parce que dès lors qu'on se dit qu'il y a différentes personnes qui vont avoir un impact dans la vie de cet enfant-là, que ce soit d'autres adultes, que ce soit le milieu éducatif, on accepte justement de céder une partie de contrôle qu'on peut avoir sur sa vie, sur la vie de cet enfant-là. On accepte de dire, ben d'accord, moi je pense ça, mais peut-être que quand tu vas aller à l'école, peut-être que quand tu vas aller avec tel autre adulte, c'est peut-être pas exactement ces valeurs qui vont être partagées et verbalisées. On peut lier cette idée, si ce n'est d'explosion ou de dissolution de la famille, mais en tout cas d'une forme de décloisonnement, si on veut être un peu moins radical, de la famille, avec un autre enjeu, une autre lutte qui serait celle de la domination adulte.
On pourrait avoir une autre organisation aussi des institutions éducatives, avec d'un côté une famille dans laquelle on apprendrait la culture avec un petit C, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la domestication, et l'école où ce serait la culture avec un grand C. L'une étant très naturalisée, ce qu'on apprend dans la famille, en fait, finalement, on se dit que ça vient presque intuitivement, c'est pas vraiment des choses qui méritent d'être enseignées. Le travail domestique, prendre soin de soi et des autres. Et à l'école, par contre, la lecture, les mathématiques, etc., tout ça, c'est des choses qu'on doit faire à l'école, à l'écart de la famille. Est-ce que c'est la bonne façon d'organiser l'éducation ? D'avoir ces deux institutions qui sont presque en opposition l'une avec l'autre. C'est peut-être aussi ça le décloisonnement, c'est de dire moins de petites cellules repliées sur elles-mêmes qu'on appelle famille, mais un peu plus de familial partout, d'une certaine manière. Sur le festival, une 60aine d'enfants étaient présents. Le collectif La Bulle proposait de les accueillir pour que leurs parents puissent participer aux rencontres. Plusieurs de leurs membres, ainsi que d'autres personnes travaillant dans des structures accueillant des enfants, étaient présents lors du groupe de parole. Elles et ils sont nombreux et nombreuses à s'interroger sur l'articulation entre lutte contre les violences et remise en cause de la domination adulte. Parce que la domination adulte est le terreau de toutes les autres formes de domination, pour espérer combattre le pouvoir des hommes sur les femmes, il est essentiel de combattre dans un même temps le pouvoir des adultes sur les enfants. Sur la domination adulte, c'est vraiment des questions que je me pose beaucoup et qu'on se pose beaucoup collectivement. C'est-à-dire, dans un groupe, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de... Alors, éduquer, même si j'aime pas trop ce mot, mais tout en essayant de pas faire preuve d'autorité parce qu'on est adulte et que du coup, on a ce statut-là. Et en faisant ça, forcément, on profite de la domination qu'on a par rapport aux enfants. Alors, j'avoue que j'ai pas de solution. Mais j'ai du mal avec cette idée que un enfant, c'est d'abord un être incapable et ensuite on le nourrit pour qu'il soit capable de faire les choses. C'est vrai que moi j'ai l'impression que souvent, sous le mot éducation, il y a quelque chose de très vertical. On enseigne à un enfant quelque chose avec du coup cette autorité-là, plutôt comme quelque chose de vrai et d'immuable et de pas forcément discutable. Moi, j'ai aussi la conviction que au contraire, il y a plein de choses que les enfants perdent avec l'éducation et qu'ils ont de base. Les enfants très jeunes sont beaucoup moins genrés. Ça, par exemple, je trouve que c'est une richesse. Et en fait, ça change super vite. Et sur les exemples masculins, etc., j'ai eu des expériences positives en tant qu'adulte par rapport à ça. Mais du coup, moi, je suis une personne transmasculine et c'est super récent que je peux avoir un passing masculin dans des espaces comme ça. C'est assez récent que des enfants me prennent pour... un mec en fait. Il y a plein de fois où il y a des enfants qui m'ont dit des choses super mignonnes en mode moi je préfère les animatrices plus toi comme animateur. C'est intéressant parce que ça veut dire que d'avoir des personnes qui font des modèles particuliers, j'ai l'impression que ça joue quand même un rôle important, quoi. Je suis animatrice depuis une dizaine d'années. Assez tôt, je me suis retrouvée à faire des colos et il y avait genre 5 gars sur 20 enfants en tout. Ils prenaient beaucoup de place, ils criaient beaucoup, ils participaient très peu aux tâches collectives parce que du coup on est sur des fonctionnements de colos qui sont autogérés. On a eu de la résistance de part de mecs qui se sentaient pas concernés par le fait de faire la vaisselle. Et du coup, on a aussi nos colères féministes à gérer. Avoir des mômes de 8, 10 ans, commencer déjà à être dans des postures de « Ouais, mais non, mais moi je m'en fous, j'ai envie d'aller jouer au ballon. Ouais, mais non, non, tu reviens. » Vous êtes en vacances, y a un truc de faire gaffe à pas trop... aller en force sur la déconstruction que vous n'avez pas choisie, mais en fait, nous, ça fait partie des moteurs pour lesquels on s'engage. Et puis, je suis anarchiste aussi, donc on critique l'autoritarisme. Mais en vrai, moi, je suis en position d'autorité à chaque fois que je suis dans un groupe d'enfants. Et en fait,
Le fait d'être en position d'autorité, moi, ça me permet de me positionner quand je vois des comportements violents avec lesquels je suis pas d'accord, des comportements oppressifs, dans les espaces de jeu ou en fait qui prennent les jouets des autres, ou en fait qui sont violents physiquement en fait avec des meufs. Et du coup de dire ok, là ça stop, c'est pas possible. De prendre le temps de rassembler des personnes, de dire ok, donc là il s'est passé un truc, moi je considère comme violent. Qu'est-ce que toi t'as perçu de la situation ? Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'es capable de raconter ? De quoi tu te souviens ? Des fois, il y a des situations de violence hyper trash, que moi j'ai proposé des médiations à des personnes. Mais moi, on me dit toujours que je suis méchant, on me dit toujours que je fais des trucs, je me fais tout le temps reprendre à l'école, mais j'en ai marre et tout ça. Mais en fait, moi j'ai juste envie d'avoir des copains. Et en fait, lui, c'est vrai, je l'ai vu foutre le coussin sur la tête de la copine. Et en fait, j'ai bien vu qu'elle était pas d'accord. Et j'ai bien vu qu'en fait, elle avait mal en dessous du coussin. Et en fait, ok. Du coup, t'as participé à une oppression. Du coup, ça. En fait, de prendre le temps de causer avec les différentes personnes, de quelle place t'as eu là, dans une situation de violence extrême. Toi, t'as pas réussi à dire stop à une situation parce que t'avais peur que le copain qui est en train de mettre le coussin sur la tête de la copine, il soit plus ton copain. Mais en fait, tu savais aussi qu'elle souffrait en dessous. Et du coup, maintenant, c'est cool de réussir à dire que t'aurais aimé avoir le courage de dire stop. Ça va pas. Je suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est des espaces qui sont, pour moi, transformateurs. De dire, en fait, le récit, c'est pas ce que tu supposes, en fait. Écoute ce que la personne a à dire jusqu'au bout, et après, on va t'écouter jusqu'au bout. Prête ton oreille, quoi. En fait, ça apprend, ça enseigne l'empathie, quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi ça à faire avec les adultes, sauf que c'est vachement plus dur à faire avec les adultes. Mais en fait, j'essaye de le faire aussi, tu vois, de dire, ok, Jean-Louis, viens. Il s'est passé quoi ? Là, il s'est passé une agression sexuelle, ok ? Donc ça marche pas, en fait. Il va falloir arrêter ça, Jean-Louis. C'est fini, quoi. Tu vois ? Et du coup, moi, le fait d'être une adulte dans un contexte d'enfant, et du coup de bénéficier rapidement de la reconnaissance de mon autorité, ça me permet de faire ce travail-là. Tu les vois changer, tu les vois écouter beaucoup, tu vois, ils sont hyper plus mobiles dans la transformation de leur comportement. Du coup, c'est hyper enthousiasmant pour moi, quoi. Je cherche quelqu'un qui aurait emprunté dans une voiture blanche en duvet et un pyjama rose et qui voudrait bien le rendre. Donc, si vous l'avez emprunté, vous pouvez venir nous le déposer dans l'anonymat et on le rendra à la personne à qui ça appartient. Merci. Enfin, ce ne sont pas des hommes adultes qui jouissent de privilèges. Ce sont des enfants genrés comme des garçons qu'on force, et c'est violent en fait pour eux. Pour les petits garçons, les jeunes enfants qu'on force à devenir des garçons, c'est violent. En fait, ils souffrent des oppressions de genre. C'est pour ça qu'avec des copines, on a eu besoin de créer des collectifs et on part en vacances. On crée des espaces où le genre n'a pas valeur de loi pour nos enfants. Et je me rends compte à quel point ça crée des bulles de respiration et aussi où les enfants peuvent se reposer. C'est le retour à la réalité qui est brutal quand tout à coup les vacances sont finies, on rentre, on va au parc et là, tac, il y a une fratrie qui arrive, c'est 3 garçons, ils prennent toute la place sur le toboggan, ils poussent le plus petit, ils crient, on se prend du sable dans la figure. Alors qu'une semaine avant, il y avait des conflits aussi. Mais en fait, c'était pas des conflits liés à l'apprentissage de la masculinité. Et du coup, pour moi, cette question, j'ai un petit fil conducteur. Quand je me pose la question, je me dis, est-ce que ce que je suis en train de faire à mon enfant, ce que je suis en train de lui dire, mon comportement, etc., je le transposerai avec un adulte ? Et si c'est pas le cas, alors c'est que y a un souci à un endroit, en fait. Souvent, quand on a ce genre de débat, il y a un peu une confusion entre un point de vue moral et un point de vue politique. Par exemple, tout le courant autour de l'éducation positive qui va poser un certain nombre de règles autour de comment c'est d'être un bon parent, et il ne faut pas le laisser pleurer, il ne faut pas crier, non. Ça donne lieu parfois à quand même des comportements très contrôlants des parents sur leurs enfants, qui ne vont pas être faits forcément frontalement, mais quand même les parents, ils ont en tête ce que ça va être la bonne chose pour leur enfant. Et du coup, ils vont avoir un point de vue moral là-dessus, sur la fessée, etc., sans remettre en question politiquement ce que c'est une violence, ce que c'est une situation de domination.
Pour moi, l'adultisme ou la domination adulte, c'est véritablement l'angle mort. On a du mal, dans un contexte éducatif, à se voir en tant qu'adulte comme personne qui n'a pas fini d'apprendre. Mais c'est faire l'économie du fait que, justement, la socialisation, c'est quelque chose qui se passe tout au long d'une vie. Donc, en tant qu'adulte aussi, on est pleinement traversé par ces normes-là qui continuent à jouer et on continue à être nous-mêmes bousculés, déstabilisés par le monde dans lequel on se trouve. On sous-estime le pouvoir incroyable que constitue le fait de s'excuser à un enfant. S'humaniser au regard de notre enfant ou des enfants dont on a en partie la charge, c'est de dire, ben moi aussi, je peux faire des erreurs. Et toi, de ce fait aussi, si tu fais des erreurs, ben c'est pas la fin du monde, mais tu peux t'excuser, tu peux corriger tes erreurs. C'est aussi la question de qu'est-ce qu'on appelle pouvoir, qu'est-ce qu'on appelle liberté. Et c'est un problème qui se pose, par exemple, dans toutes les éducations dites libertaires. C'est-à-dire les éducations libertaires peuvent aussi parfois confondre liberté et spontanéité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans le laisser-faire qu'on cultive la liberté. On cultive peut-être une certaine spontanéité. Est-ce que ça mérite le nom de liberté ? C'est pas sûr du tout. Marie Durubella, qui a fait pas mal de recherches sur les pratiques non directives dans les écoles primaires, comme les jeux libres, etc. Et ce qu'elle constate, c'est, je la cite, que ces pratiques donnent aux garçons encore plus d'occasions d'occuper le terrain. Dans ces cas-là, les garçons, ils n'exercent pas leur liberté. Si on donne un sens fort au mot liberté, ils exercent une certaine spontanéité, quelque chose qui viendrait un peu facilement, un peu immédiatement. Mais la liberté, c'est autre chose. La liberté, elle n'a de sens que collectivement. Plus vous êtes libre, plus je suis libre. Si on comprend la liberté de façon collective, je ne pense pas que, en essayant de prendre garde aux abus de pouvoir masculin de son fils, on le prive de liberté, au contraire. La révolution n'est pas un événement qui prend 2 ou 3 jours, au cours duquel sont tirés des coups de feu et des corps sont pendus. C'est un processus long et continu, au cours duquel sont créées de nouvelles personnes, capables de rénover la société de façon que la révolution ne remplace pas une élite par une autre, mais de façon que la révolution crée une nouvelle structure anti-autoritaire, avec des personnes anti-autoritaires qui, à leur tour, réorganisent la société de façon qu'elle devienne une société humaine non aliénée, délivrée de la guerre, de la faim et de l'exploitation. Rudi Dutschke, cité en introduction du livre d'Andrea Dworkin, Woman Hating, de la misogynie. Moi, je voulais rebondir sur cette question de consentement. J'ai un bébé de 8 mois. En fait, ça a mis du temps pour moi de réussir à m'imposer et à protéger mon enfant de toutes les intrusions qu'elle pouvait avoir au quotidien. Par exemple, elle est en train de dormir sur moi, des gens qui viennent soulever sa capuche pour aller la voir, pour la toucher. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être super choquée par ces moments d'intrusion. C'est comme s'il appartenait déjà un petit peu aux gens. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. C'est comme si l'enfant n'avait pas vraiment une identité propre dans le cercle social, parfois avec certains individus. Et en fait, elle est en train de témoigner qu'elle veut pas. À plein de moments, on lui demande, en fait, quand quelqu'un veut la porter, est-ce que c'est OK pour toi d'aller avec cette personne-là ? Des fois, elle a pas envie, donc on dit, là, je sens pas qu'elle a envie. En fait, ces questions de consentement et de respect de l'espace de l'enfant, il y a un taf énorme à faire avec les adultes. J'ai des enfants qui sont très câlins. Mon plus petit, chez l'assistante maternelle, il va aller sur l'autre petit qui est comme ça et qui est pas du tout câlin. Du coup, je lui dis, mais en fait, si c'est pas OK pour le petit garçon, tu le fais pas. Et je trouve que déjà mettre ses limites de c'est mon corps, c'est son corps, et on entre dans quelque chose où il faut une autorisation. C'est quelque chose auquel on fait très attention avec nos garçons. Enfin voilà, moi, mon fils, il a toujours des couches. Et je sais qu'à chaque fois que je le nettoie, je lui dis, là, voilà, est-ce que je vais... Alors, quand il était petit, évidemment qu'il me répondait pas, mais en fait, je trouvais juste que même s'il me répondait pas, de poser le cadre de, là, en fait, je vais te nettoyer les fesses. Tous ces trucs de corps, et je sais que mon plus grand, comme il a 5 ans, je lui dis, si c'est OK pour toi, moi, je veux bien te laver, mais je préfère, en fait, maintenant que ce soit toi qui nettoie tes parties intimes. Après, si vraiment t'as besoin d'aide, c'est OK. Parce que si déjà, nous, on transgresse ça, de pas respecter leur consentement, forcément, après, ça va planter des choses qui vont pousser plus tard, et là, plutôt dans le sens négatif. Parce que si on le fait pas, inversement, les enfants ne le comprendront pas, en fait.
On parle beaucoup de domination, en tout cas des adultes là, mais moi j'ai l'impression que mes enfants ils me dominent un petit peu aussi, quoi, à plein de moments, quoi. Donc est-ce que c'est parce que c'est 2 garçons? Est-ce que c'est parce que je suis toute seule? Est-ce que c'est parce que c'est moi en fait qui n'arrive pas à donner mes propres limites? C'est ces questions de comportement en fait qu'on doit déconstruire, parce que voilà, on en parle, on prend le temps, on y a un peu réfléchi, mais quand t'es dans le quotidien, dans l'instant, c'est plus difficile. Et après sur la question pareil, ouais, du consentement, de rapport au corps, moi je me dis voilà, là putain je filme trop, c'est horrible. Quand on est seul avec 2 petits, voilà, le boulot, tout passe très vite, et d'avoir ces temps de réflexion, de dire ah ben oui mais alors attends, est-ce que non en fait je vais te nettoyer les fesses parce que t'as plein de caca collé au cul et c'est pas possible que tu mettes une culotte comme ça. Donc non, moi je suis pas posé ces questions là, et je les fais, quoi, parce que c'est juste -5 et après t'es en retard pour toute ta journée, quoi. Et donc, ouais, par contre, je sais pas, genre le suppo en fait, quoi, genre ton gamin il est là, il tousse, ou alors il a une méga fièvre, et tu sais que ça va être horrible pour lui, ça va être horrible pour toi ta nuit aussi. Donc ouais, non, je vais pas le suppo. Ok, moi je suis désolée, mais je l'ai fait, je suis désolée. Je l'ai fait, quoi, j'ai attendu qu'il ait dormi, je lui ai foutu un suppo de coclucédal, et voilà, et le lendemain c'était mieux, quoi. Bah oui, effectivement, est-ce que j'ai violé mon enfant? Oui, je peux réinterroger ça le lendemain ou aujourd'hui en me disant ouah putain, je me culpabilise beaucoup, mais il n'empêche qu'à un moment donné je l'ai fait quand même. Donc qu'est-ce que ça va rester à mon enfant? Est-ce que je dois en reparler le lendemain avec lui? Oui, alors maman t'as mis un suppo cette nuit parce que c'est quand même mieux de prendre le temps de re-questionner la question du consentement, du rapport au corps, voilà. Moi, je voudrais revenir sur cette question de la violence qui a été évoquée tout à l'heure. Et en fait, ma fille, l'année dernière, elle a été agressée plusieurs fois, à peu de temps d'intervalle, à l'école et puis dans le cadre familial. La première fois, c'était vraiment qu'elle était agressée à l'école par un garçon qui lui a craché dessus. Je l'ai regardée et puis j'étais non mais en fait, c'est hyper grave, c'est une agression. Je lui ai expliqué ce que c'était qu'une agression et tout ça. Et elle a été absolument bluffée par la manière dont j'ai réagi, en fait. Le fait que je prenne la mesure de ce qu'elle avait vécu et qu'elle ait trouvé ça grave et que moi je trouve ça grave, ça lui a fait vachement de bien. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par rapport à ça? Qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir passer à autre chose, en fait? Elle m'a dit, déjà j'ai envie qu'on en parle à la maîtresse et j'ai envie que les petits garçons qui m'ont fait ça, ils étaient 3, qu'ils aient une punition, quoi. Je suis allée voir la maîtresse, on en a parlé. Il y a eu une punition qui a été donnée par l'école. Bon, c'était un truc, faire un dessin. J'étais non mais c'est horrible comme truc. Bref, c'était la punition donnée par l'école. Il n'y a pas eu de suite et tout ça. De toute façon, elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin que ça aille plus loin que ça. Donc du coup, j'ai laissé tomber l'affaire et j'avais envie de faire la révolution avec ce truc, mais j'ai vraiment laissé tomber. Et quelques semaines plus tard, il arrive dans un cercle familial où on était tous en train de passer un week-end en famille, avec les cousins et tout. Et ma fille va s'habiller et il y a son cousin qui va avec elle. Et à un moment, elle revient vers moi et puis elle me dit, à moitié en train de pleurer, elle se met sur mes genoux et puis elle me fait... Maman, mon cousin, il m'a chatouillé la zézette, j'ai pas aimé, quoi. Quoi? C'est absolument atroce. Et donc, du coup, je demande au petit garçon, et puis il me dit non, c'est pas vrai. Et j'étais là, non, mais en fait, elle me dirait pas ça si c'était pas vrai, parce que je voyais bien l'état dans lequel elle était et tout ça. Et ça m'a vraiment, tellement révoltée, ça m'a remis dans des situations personnelles où, bref, moi aussi, il y a des histoires d'inceste dans ma famille et tout ça, et j'ai été tellement embrigadée dans des silences qui ont duré toute ma vie que du coup j'ai voulu faire exploser tout ça, quoi. C'était vraiment hyper dur, quoi. Personnellement à vivre. Et puis moi dans ma famille, l'inceste que j'ai vécu, il était non révélé en plus. Donc du coup, j'avais l'impression de me reprendre un seau d'eau en mode c'est tout pour toi, quoi. Génial, c'est à moi de gérer tout ça, de gérer mes émotions, celles de mes gamins, et puis de ce qui se passe dans la famille, comment on fait pour que ça se reproduise pas, quoi. Et en fait, du coup, j'ai commencé à parler à mon frère, du coup, le père du petit garçon, de ce que c'était que le consentement, de comment est-ce qu'on peut éduquer les gamins au consentement. Ça a débloqué un peu la parole dans cet endroit-là. Et ça m'a permis aussi, quelques mois plus tard, de enfin révéler cet inceste qui était présent et tout ça. Je trouve que la plus grande victoire que j'ai par rapport à l'accompagnement que j'ai avec mes enfants, c'est qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait des choses qui leur arrivent. Mais moi, je trouve que la meilleure victoire, c'est que ma fille, elle soit venue directement me voir pour me dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ça fait vraiment partie des trucs que ils vont le vivre différemment, quoi. C'est une des
plus grosse question, je trouve, après, de qu'est-ce qu'on fait quand c'est nos enfants qui sont agresseurs, en fait. C'est que, certes, c'est hyper dur d'accompagner les victimes, mais qu'est-ce qu'on fait des agresseurs ? On va pas les mettre au banc de la société, les prisons, c'est pas une solution. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, quoi ? Et puis, il y en a plein des agresseurs, on l'en côtoie tous les jours. Comment on fait avec ça, en fait ? Bon, moi, il se trouve que j'ai des enfants aussi, et dont mon garçon, là, qui a fait partie en groupe d'une agression sur un autre garçon, qui était des menaces. Il n'y a pas eu d'agression physique, mais bon, la question de la menace physique, ça a été le cas. Et ce qui est chouette, c'est que l'Instit nous a prévenus, les parents, pour dire que ça avait eu lieu. Quand c'est arrivé, après, c'était les vacances. Et avec mon garçon, on a pris un temps pour faire un dessin, pour écrire à ce garçon. Alors, on a fait un dessin, pas dans le cadre de l'école. Il a écrit « Désolé, je t'aime » en faisant un dessin de pompier. Bon. Et ça nous a permis aussi tous les deux de revenir dessus sur la situation, de prendre le temps. Et juste, je voulais te poser la question sur tu parlais de la punition et j'avais la sensation que tu n'étais pas hyper satisfaite, en tout cas, du cadre de réparation qui était proposé. Et juste, je me demandais, en fait, qu'est-ce que tu aurais imaginé comme cadre satisfaisant et lequel serait-il ? Mais en même temps, je suis dans l'autre situation aussi. Et je me retrouve à me dire, je fais quoi ? Un dessin avec désolé, je t'aime. Mais moi, ça a été... N'empêche, c'était un premier jet, quoi. Je me suis dit ça. Je me suis pas dit, c'est trop génial ce qu'on fait. Je me suis dit, c'est un premier jet. Ils ont 5 ans. Moi, ce que j'avais envie, très fort, c'était de faire une réunion avec les autres parents. Sans forcément qu'il y ait les enfants qui soient présents, mais qu'on puisse avoir un temps à toutes les familles impliquées pour discuter de ce qui s'était passé, que tout le monde prenne la conscience de la gravité du truc et qu'on décide ensemble de qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, on m'a pas du tout dit ça, on m'a dit mais on va certainement pas faire ça, ce serait mettre à l'échafaud les autres familles comme si c'était moi qui allais les accuser d'un truc et tout, alors qu'en fait, on parlait de quelque chose de nos enfants, quoi. Et du coup, on n'a pas eu d'espace de parole, on a eu des dessins. Après, de manière informelle, j'en ai parlé avec une des mamans d'un des agresseurs qui prenait vraiment la mesure du truc. Et du coup, c'était chouette de pouvoir avoir ce temps de discussion. Et je me disais, mais c'est fou qu'on ait besoin de le faire dans un cadre informel, quoi. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je me disais que c'est aussi comment on éduque les filles à ne pas prendre soin des autres. Je sais pas s'il y a un déficit de verbalisation des émotions chez les garçons, mais en tout cas, il y a un déficit d'attention pour celles des autres. Et en fait, il y a aussi une exigence d'attention, de demander à n'importe quelle gamine, va aider machine, fais attention à ton petit frère, enfin des tas de trucs qui sont des espèces de formulations comme ça, un peu spontanées d'attention à l'autre. Et comment on leur fout la paix aussi pour ne pas avoir cette exigence de toujours prendre soin de l'autre. Je sais pas à quel point ça joue dans l'inceste, mais je pense que moi, ça m'aurait vachement changé la vie de pas avoir à prendre soin de mon agresseur. Moi, on m'a pas soutenu, mais en l'occurrence, là, il s'agit de mon frangin, on l'a pas non plus soutenu. Et c'est un type qui a 40 balais, et sa vie, elle est fichue. Ne pas prendre en charge enfance, ça gâche tout, mais pour tout le monde, en fait. En tout cas, c'était pas, moi, de voir comment un petit garçon devient un agresseur, mais c'est comment, lui, dans cet état-là, il est aussi un gamin qui sait pas comment se débrouiller de la vie, quoi. En terminant cet épisode, je me demande que faire. Est-ce que le changement n'adviendra pas à travers aussi et surtout la mise en place d'un véritable rapport de pouvoir ? En tant que féministes, nous avons déjà commencé. Mais comme le dit la documentariste féministe Nina Faure, quand verrons-nous déferler dans les rues des dizaines de milliers d'hommes manifestant pour réclamer un plus long congé paternité ? Comme me l'a confié le psychologue Adrien Brossard, quand ces dizaines de milliers d'hommes s'organiseront collectivement pour clamer qu'ils refusent la violence ? Quand interviendront-ils auprès de leurs frères, de leurs pères, de leurs cousins, de leurs amis, de leurs fils, lorsque des propos ou comportements sexistes et violents adviennent ? On ne révolutionne pas en demandant la permission. On ne révolutionne pas en lui demandant sa permission. Il existe une misère du corps et une misère de l'esprit. Et même si les étoiles, à chaque fois qu'on les regarde, nous versaient du nectar dans la bouche, et même si l'herbe devenait pain, nous continuerions d'être tristes. Nous vivons dans un système qui fabrique le chagrin, déversant de ses moulins les eaux du chagrin
océan, tempête, et nous nous noyons au fond, morts trop tôt. Ouvre ta gueule, toi la mer, ouvre ta gueule, toi la sœur, ouvre ta gueule, la copine, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Le soulèvement et le renversement du système, et la révolution, le changement des marées. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Daphné Paysage. Assistante éditoriale, Sarah Bénichou. Lecture des textes, Estelle Clément Béalem. Illustration, Anna Vanda Gogussé. Merci au collectif Very Bad Mother. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou Twitter Un Podcast à Soi. On se retrouve en septembre pour le 2e épisode de cette série consacrée à l'éducation, cette fois-ci à l'école. D'ici là, bel été, vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.